Bonjour et bienvenue à cette série de web émissions McGill à vos côtés, en soutien aux familles et aux proches aidants. Je suis Claire Webster, ancienne proche aidante, conseillère certifiée en soins pour la démence et fondatrice du programme de formation sur les troubles neurocognitifs de l'Université McGill. Je travaille avec une équipe dynamique d'éminents professionnels de la santé qui supervise ce programme, dont le Dr José Moret de la division de gériatrie et le Dr Serge Gauthier, professeur émérite anciennement du Centre de recherche pour les études sur le vieillissement de l'Université McGill. Ces web-émissions sont rendues possibles grâce à la générosité de nos donateurs et McGill à vos côtés est parrainé par le programme d'engagement communautaire Amelia Saputo pour les soins des troubles neurocognitifs. Alors, le programme de formation sur les troubles neurocognitifs de McGill offre une gamme complète de ressources gratuites pour éduquer et soutenir les personnes atteintes de démence, les proches aidants, les professionnels de la santé, les étudiants en médecine et le grand public. L'une de nos ressources les plus importantes est ce guide qui s'appelle le trouble neurocognitif, votre guide d'accompagnement. C'est disponible en 14 langues différentes. Ça peut être téléchargé gratuitement de notre site web et vous pouvez obtenir des copies imprimées sur Amazon au coût de 20 $ et ça contribue à notre programme. Alors, si vous pouvez prendre le temps d'aller voir notre site web, nous avons plusieurs ressources pour vous soutenir. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir montrer, être hôte à ce programme important. C'est comment gérer les symptômes comportementaux et psychologiques des troubles neurocognitifs qui est un des aspects les plus difficiles et le plus stressant, malheureusement, de la prise en charge d'une personne qui est atteinte des troubles neurocognitifs. Alors aujourd'hui, j'ai une spécialiste très connue au Québec. C'est une des plus grandes spécialistes dans ce domaine-là. Elle s'appelle Carmen Desjardins. Elle est chef du programme de démence avec comorbidité psychiatrique à l'Institut de recherche Douglas. Elle a été chef et fondatrice de l'équipe ambulatoire des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest de Montréal. Et elle a participé à la mise en œuvre du plan Alzheimer et elle est membre du comité d'experts qui élabore les lignes directrices du ministère du ministère de Santé pour le traitement des comorbidités psychiatriques et pour le Centre d'excellence sur la longévité. Oh boy, j'ai fait une grosse formation pour mon cerveau, Carmen. C'est très bien allé, Claire. Oh Bravo. my God, ça c'était un test pour moi. En tout cas, bienvenue à McGill à vos côtés. Merci beaucoup, Claire, de me recevoir. Ça me fait plaisir d'être ici. Bon, ça, c'était beaucoup de mots pour moi. Alors maintenant, je pense que j'aimerais commencer à vous présenter à nos participants par commencer de parler nous de votre parcours dans ce domaine et aussi peut-être présenter l'unité Mo Levine dans laquelle vous travaillez. Parfait. Alors, je suis infirmière clinicienne de profession. J'ai toujours eu un amour pour la gériatrie, pour les personnes âgées, et j'ai toujours eu une grande curiosité pour la démence. J'ai commencé à travailler auprès de la population qui souffre de troubles cognitifs majeurs. Ça fait environ 20 ans maintenant, et je suis chef du programme de démence à l'Institut Douglas depuis une dizaine d'années. Donc, sous moi, j'ai des services. Dans mes services, j'ai une clinique de mémoire. C'est une clinique de mémoire qui accueille des gens qui ont des plaintes objectives ou subjectives de troubles de la mémoire. Habituellement, ils sont référés par leur médecin généraliste. Ils viennent chez nous pour une évaluation, une validation d'un diagnostic, une mise en place de traitement. Puis actuellement, on met en place des ressources pour cette clientèle-là. On leur fait beaucoup d'enseignements euh, pour la majorité de la longévité de la maladie. Puis une fois que l'État est stable sur le traitement et que les ressources sont en place, on retourne vers le GP pour que la prise en charge soit reprise par la première ligne. Et ça, c'est la clinique de mémoire. On a aussi un centre de jour thérapeutique
Le centre de jour thérapeutique offre 3 programmes. Le premier programme s'appelle Synapse. C'est un programme de remédiation cognitive pour les gens qui n'ont pas encore un diagnostic de trouble neurocognitif majeur, mais qui quand même ont des plaintes subjectives d'un début de problèmes cognitifs. On a aussi l'autre programme qui s'appelle Synapse en action. Donc ça, c'est un programme de stimulation cognitive. C'est pour les gens qui ont nouvellement un diagnostic de trouble neurocognitif majeur. Puis ça, le mot le dit, ça offre des programmes de stimulation pour les aider à trouver des activités pour garder leur cerveau en forme, si tu veux. Puis on a aussi l'autre programme qui est Synapse en action, qui est une combinaison des deux, donc la remédiation et la stimulation cognitive pour les gens qui sont nouvellement diagnostiqués avec un trouble neurocognitif majeur. Mon troisième service, il ne faudrait pas que mes employés m'entendent dire ça, mais mon troisième service, mon bébé, c'est l'unité Mont-Levine. C'est une unité qui accueille une clientèle qui souffre de troubles neurocognitifs majeurs sévères avec des SCPD, donc des symptômes comportementaux psychologiques associés à la démence très sévères. Ils sont très, très avancés dans la maladie et ils présentent des troubles de comportement excessivement sévères. C'est des gens qui, habituellement, ont été vus par des psychiatres, des gérontopsychiatres, des gériatres. Ils ont été vus par l'équipe ambulatoire SCPD. Ils ont eu des changements thérapeutiques, pharmaceutiques. C'est des gens qui sont très violents. Très, très violents. Ils sont autant violents envers eux-mêmes qu'envers autrui. Ils peuvent frapper, ils peuvent donner des coups de poing, des coups de pied, crier, cracher, graffiner. Il y a de la masturbation, il y a de la désinhibition sexuelle. Donc, c'est des gens qui ont des comportements très, très sévères et qu'on ne peut plus contrôler dans un CHSLD ou dans une résidence. Donc, chez nous, lorsqu'ils viennent chez nous, comme je vous ai dit, ils ont passé la panoplie de services et d'interventions. Il n'y a rien qui a fonctionné. Donc, ils arrivent chez nous, puis c'est vraiment the last stop, le dernier arrêt. Mais, heureusement, chez nous, habituellement, on parvient quand même à avoir des beaux résultats. On fait des beaux résultats. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on diminue la médication, on met en place toutes sortes d'approches non pharmacologiques, et puis on retourne. À 90% des temps, je vous dirais, le patient dans son CHSLD ou dans son milieu naturel. Fait qu'on fait un beau travail, un gros travail au Mont-Levine. Puis, donc, si on est capable avec des gros troubles de comportement, on est capable d'y arriver avec des troubles de comportement plus légers à domicile. Alors, pour les personnes qui écoutent aujourd'hui, Mont-Levine, c'est pas une résidence privée. Ça fait partie du système public. Alors, comment est-ce que quelqu'un peut se rendre au Mont-Levine? C'est quoi le parcours? Donc, le Mont-Levine, bien qu'on n'a pas le titre d'un service de troisième ligne, on complète quand même un service de troisième ligne. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on a un rôle de soutien, d'enseignement auprès de la première ligne. La première ligne, c'est le CLSC, c'est tous les services qui vont à domicile. On se suit jusqu'à présent. Maintenant, pour venir au Mont-Levine, on ne peut pas absolument venir du domicile. Habituellement, si une personne est à domicile et présente des troubles de comportement tellement sévères qu'on a besoin d'une troisième ligne, c'est autre chose. Actuellement, il faudrait que cette personne-là soit dirigée vers un hôpital général pour éliminer une cause physique ou quelque chose d'autre de médical qui pourrait causer des troubles de comportement. OK? Parce qu'habituellement, quelqu'un qui a des troubles de comportement devrait passer par la première ligne, donc le CLSC, des services à domicile. Pour venir au Mont-Levine, il faut vraiment que tout ait été essayé et puis que le médecin du CHSLD demande une référence auprès de nos services. C'est soit ça ou le patient a été transféré dans un centre hospitalier général pour éliminer une cause physique, une infection, une cause médicale. Puis l'hôpital réfère le patient chez nous. Puis éventuellement, nous, on retourne à son CHSLD, son milieu naturel. Est-ce que ça fait du sens? C'est clair? Absolument, oui, absolument, parce que je ne veux pas que tout à coup, vous allez recevoir beaucoup d'appels pour savoir comment un patient peut être chez vous. Alors, il faut vraiment avoir passé par la première ligne, avoir eu toutes les évaluations. Et puis, lorsque rien ne fonctionne,
Actuellement, d'un CHSLD, ils viennent chez nous. Mais vraiment, du domicile, on ne prend pas les gens du domicile, malheureusement. Alors, les troubles neurocognitifs ou la démence, les deux termes, peut causer plusieurs comportements difficiles. Alors, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que la démence veut dire manque de mémoire, perte de mémoire. Alors, est-ce que vous pouvez décrire les différents types de comportements qui peuvent se présenter? On va juste clarifier déjà démence, le mot démence. Oui, en français, on dit un trouble neurocognitif majeur, mais pour la présentation, on va utiliser le mot démence. Oui, oui. Donc, lorsqu'on parle d'une démence, il faut comprendre que démence, c'est le grand titre. C'est pareil comme cancer. Le grand titre cancer, on peut avoir toutes sortes de différents types de cancer. Cancer du poumon, cancer du sein, cancer du cerveau. Démence, on a plusieurs types de démence. On a une démence Alzheimer, vasculaire, mixte, frontotemporale, Lewy body. Tout dépendant du type de démence, on va avoir des présentations différentes. Donc, on peut avoir des comportements différents associés à, par exemple, la démence à corps de Lewy, où on va plutôt voir des hallucinations. Je donne un exemple. Mais il n'y aura pas autant de perte de mémoire en début. Tandis que Alzheimer, ça va être des troubles cognitifs, la mémoire. Il va y avoir une perte d'autocritique, donc la personne ne se rend pas compte de ce qui se passe. Il va y avoir une perte de jugement. Fait que les comportements peuvent être complètement différents d'une démence à une autre. Fait que déjà, en partant, il faudrait démystifier c'est quoi la démence, puis quel comportement on pourrait retrouver dans ce type de démence-là. Fait que ça, c'est la première chose. Si on brise les types de comportements, on va avoir des types de comportements qui sont non violents. Donc, on a les types non violents verbaux, donc l'écholalie, répétition, pose toujours les mêmes questions, parle sans cesse. Puis on s'entend que bien que ce ne sont pas des comportements agressifs, ils peuvent être aussi perturbants pour le proche aidant parce que cette répétition-là, constante, ça gruge l'énergie, puis ça pourrait causer l'irritabilité. Donc, c'est un comportement, bien que non agressif, et très agressant. OK? On a les comportements physiques, mais qui sont non agressifs, dont l'errance. On a l'errance intrusive, ça rentre partout. L'errance compulsive, il marche tout le temps, tout le temps. On peut avoir des problèmes d'élimination inappropriée, donc on urine dans les coins, c'est un comportement. Fait que c'est non agressif, mais c'est un comportement qui peut être quand même très perturbateur. On a les comportements agressifs verbaux, donc blasphème, ça sacre beaucoup, ça crie, ça a des propos de désinhibition sexuelle, qui font des avances sexuelles. Fait que ça peut être agressant, perturbateur aussi. Puis, on a des comportements agressifs physiques, donc le déplacement des objets, lancer des objets, donner des coups de pied, des coups de poing dans les objets, frapper les gens, crier, pincer, tirer les cheveux, cracher au visage. C'est toutes des choses qui sont des comportements physiques agressifs. Mais là-dessus, on va rajouter les déliriums ou les délires. On a des délires de persécution, des délires de paranoïa. Donc, la personne est convaincue de quelque chose. Fait que ça, c'est un délire. Il y a l'hallucination. On peut avoir des hallucinations auditives, on peut avoir des hallucinations tactiles. Donc, la personne, elle pense voir des choses. Elle ne croit fondamentalement que c'est là. Elle peut, vous allez le voir, ils vont faire des hallucinations tactiles. C'est comme s'ils tirent des fils avec leurs doigts. Ils touchent des choses dans leurs mains. Ça, c'est vraiment tactile. Fait que eux, c'est vraiment là. Des fois, ils vont nous donner des morceaux. Puis non, moi, je les prends. Je fais comme si je prends les morceaux de leurs mains. Fait que ça, c'est des hallucinations tactiles qui sont des comportements aussi. On a l'anxiété. On a, la perte d'autocritique. Donc, quand la personne ne se rend pas compte de ce qui se passe, ça peut être... Anosognosie, c'est ça. Exactement. Ça peut être très perturbant pour le proche aidant quand on essaie de parler à la personne, la convaincre de venir chez le médecin, par exemple, mais que la personne ne croit pas qu'elle ait des problèmes. C'est un comportement. Il y a de l'anxiété sévère. On voit ça aussi, c'est un comportement, et des troubles de dépression. Avec l'anosognosie, qu'est-ce qui est un défi? Parce qu'il y a beaucoup d'accusations que quelqu'un vole ou triche. On voit
On voit souvent des accusations de trichage, de vol, et quand c'est pas vrai. Parfois, mais l'affaire, c'est que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est pas vrai pour nous. Oui, mais mais pour eux, c'est vrai. Mais eux, c'est vrai parce que pour eux, ils trouvent pas leur portefeuille. Parce qu'ils ont placé leur portefeuille à une place, puis ils s'en rappellent pas. Mais eux, ils se rappellent pas. Puis c'est drôle parce que je dis toujours, des fois, je dis à mes patients qui ont une perte d'autocritique, je leur dis, je vais le dire en anglais, That's the funny thing about forgetting, is you forgot. Mhm. Donc, les gens oublient qu'ils ont oublié. Fait que c'est dur de composer avec ça. Fait que ça, c'est des comportements qu'on peut voir dans les troubles neurocognitifs majeurs qui peuvent être très perturbants pour les proches aidants et puis qui peuvent causer quand même beaucoup d'irritabilité, on va dire. Alors, tandis qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de proches aidants, qui occupent une personne à la maison, OK, actuellement, et vous avez mentionné beaucoup de différents comportements. À quel moment est-ce que ça peut devenir dangereux, soit pour la patiente, la patient, ou pour le proche aidant? À quel moment est-ce que la personne devrait appeler 911 ou aller dans une salle d'urgence? Je pense que ce qui est vraiment important, c'est que le proche aidant, euh, il doit réaliser, oui, il doit réaliser qu'il a des instincts et il doit suivre ses instincts. Si un proche aidant voit que la personne de laquelle il prend soin commence à être agitée, agressif et qu'elle a un potentiel de dangerosité pour elle-même ou pour autrui, elle doit se retirer de la situation. Elle doit se retirer de la situation. Surtout si la personne présente des menaces physiques même avec un couteau, parce que ça peut arriver, ou avec un morceau de bâton, ou qu'elle commence à lancer des chaises. C'est dangereux et le proche aidant ne peut pas prendre de chance avec des situations comme ça. Puis le proche aidant doit se dire qu'elle rend un service à sa personne à qui elle prend soin, parce que ça se pourrait que ça couvre une infection, ça se pourrait que ça couvre une cause physique, une douleur, quelque chose qui doit être traité rapidement. Donc, c'est mieux pour le proche aidant de se retirer, de se retirer à une autre pièce, puis d'appeler 911 les services. Maintenant, dans un autre ordre d'idée, si la situation est que le proche aidant devient agité, qu'il semble devenir agressif, mais que il n'y a pas une peur pour soi-même ou pour le patient, mais qu'on ressent que nous sommes la cause derrière l'agitation. Ce qu'on peut faire, c'est on peut valider l'émotion de la personne. On commence par dire son nom, Claire. Mhm. Claire, I see that you're angry. Je vois que tu es vraiment fâchée. Je pense que tu es fâchée après moi. Je vais me retirer de la situation. Je vais aller dans une autre chambre. Je t'aime, je te laisse pas, je quitte pas la maison. C'est juste que je pense qu'on a besoin du temps présentement pour parler, pour penser et réfléchir. Je vais revenir dans 5 minutes te voir. Donc, valider l'émotion, rassurer la personne, se retirer, puis donner le temps. Donner le temps pour décompresser. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que nous, quand on est dans une situation qui nous agite, qui nous rend très fâchés, on ne se défâche pas en 2 minutes. Des fois, ça prend une demi-journée. Des fois, ça prend une semaine. Donc, on peut penser qu'une personne qui n'a pas les mécanismes de défense, qui n'a plus les fonctions cognitives pour se calmer de lui-même, va nécessiter du temps, va nécessiter du coaching, va nécessiter un apport puis un soutien de la personne qui prend soin de lui. Ça, c'est Alors, la question. alors, ces comportements, parce que j'aimerais élargir de quoi tu parles, ces comportements peuvent être provoqués aussi par certains éléments déclencheurs. Absolument. Alors, quels sont ces éléments qui peuvent provoquer ces situations? Je vous dirais qu'il y a autant de triggers qu'il y a de personnes qui vivent avec la démence. Cependant, les triggers, on pourrait les identifier. Malheureusement, un des triggers pourrait être le proche aidant. Puis vraiment, je lève mon chapeau au proche aidant. C'est un travail excessivement difficile de prendre soin de quelqu'un qu'on aime, qui a un trouble neurocognitif majeur. C'est une job 24 heures sur 24 à temps complet. Cependant,
Parfois, on n'a pas nécessairement les techniques de communication adéquates pour prendre soin d'une personne qui souffre d'un trouble cognitif La majeur. patience ou l'énergie, n'est-ce pas? Ça prend de la patience, ça prend de l'énergie, mais surtout, ça prend des connaissances. On a besoin des connaissances sur des méthodes de communication adaptées pour cette clientèle-là. On ne peut pas penser qu'une personne, un proche aidant, se lève le matin, puis qui est proche aidant sans aucune formation, sans aucun enseignement, puis tout d'un coup, lui, il sait comment parler à quelqu'un qui souffre d'un trouble cognitif majeur. Fait que c'est pour ça que la communication est essentielle, c'est tellement important et c'est la base. Donc, un proche aidant doit se douer de techniques de communication adaptées à le trouble neurocognitif majeur. Puis il y a d'autres triggers aussi. Il peut avoir, il peut avoir des éléments déclencheurs comme l'environnement, trop de lumière, trop de bruit, trop de gens. On apporte souvent nos personnes qui souffrent d'un trouble neurocognitif majeur dans les parties de Noël. Tu sais, les parties de fête. Ah, ça va être un de ces derniers. Il va aimer ça, il va être bien. Il sera pas bien parce qu'il va être entouré de gens qui parlent beaucoup, qui n'ont pas de stratégie de communication, qui n'ont pas les connaissances derrière le trouble cognitif. Donc, ça pourrait créer de l'anxiété, ça pourrait créer de la peur, ça va créer des triggers, ça va créer des comportements. Donc, les triggers, il faut vraiment, vraiment aller regarder qu'est-ce qui se passe autour du patient et évaluer l'environnement. Est-ce que tu peux donner quelques exemples des erreurs de communication que nous faisons et comment bien communiquer? Comme des erreurs, on parlait tantôt, tu sais, de dire à la personne, mais tu te rends pas compte que tu m'as appelé, tu m'as déjà rappelé, tu sais, que tu me donnais des exemples. Donc, il y a des choses à ne pas faire. Il y a des choses à ne pas faire. Une des choses, on ne s'obstine pas avec une personne qui fait de la démence. On ne s'obstine pas, ça donne absolument rien, parce que lui, sa réalité, c'est sa réalité. Donc, la meilleure chose à faire, c'est d'entrer dans la réalité de la personne et non s'obstiner avec la personne. Arrêtez de se référer à la mémoire. Les gens se réfèrent à la mémoire. Tu t'en rappelles pas? Moi, mais je te l'ai dit tantôt. Ça fait 4 fois que je te l'ai dit. S'il faut le dire 100 fois, on va le dire 100 fois. Mais il ne faut pas se référer à la mémoire. Ça, c'est dans les choses d'arrêter de tester. Personne, personne aime avoir des échecs. Personne. Donc, de toujours poser des questions à une personne avec un trouble cognitif, tel est-ce que tu te rappelles mon nom? Tu te rappelles qui je suis? Tu te rappelles, hein? Est-ce que tu sais quelle date qu'on est aujourd'hui? Quelle journée on est aujourd'hui? C'est toutes des choses qui confrontent la personne avec un trouble cognitif. Puis, en plus, elle va faire de l'anxiété, elle va avoir une page blanche, elle ne pourra pas répondre. Ça pourrait créer des troubles de comportement. Fait que ça, c'est des choses, on doit vraiment faire attention sur la façon qu'on parle aux gens qui souffrent d'un trouble neurocognitif. Fait que de faire référence à la mémoire. D'utiliser des grandes phrases. Tu sais, puis on veut bien faire, là. On veut bien faire. Bon matin, Claire, as-tu bien dormi? As-tu faim? Veux-tu des toasts? Veux-tu du café? Oh, c'est trop. Matin. Claire est encore rendue sur le bon matin, puis elle essaye de dire bon matin. Mais elle ne peut pas dire bon matin parce que là, il y a une autre question, une autre question, une autre question. Mais ça va l'agiter parce que, en quelque part, on ne lui a pas donné le respect de temps. On va lui donner du respect. Les gens pensent que la personne avec un trouble cognitif doit s'adapter à nous, mais finalement, il faut qu'on comprenne que c'est nous qui devons nous adapter à la personne avec un trouble cognitif. Absolument. C'est souvent les cas avec les familles dont je travaille. Les familles veulent que tout reste le même. Ils ne veulent pas adapter et évoluer avec la personne et la maladie. Et comme tu avais mentionné l'exemple des parties de Noël, ça se peut que la personne ne peut plus participer ou ne veut plus participer. Mais des fois, la famille met trop de pression. Il faut encore voyager, il faut aller au centre d'achat, il faut aller au restaurant. Mais peut-être c'est plus bon pour la personne. Il Alors,
faut pas oublier aussi que la routine est tellement importante. C'est un facteur clé dans la stabilisation d'un patient avec un trouble cognitif. Donc, établir une bonne routine et de ne pas le changer d'environnement continuellement va aider à la stabilité de cette personne-là. Parce que cette personne-là, il ne faut pas qu'on oublie qu'elle pourrait souffrir d'anxiété. Elle est anxieuse parce qu'elle ne reconnaît pas son environnement. Elle ne reconnaît pas les gens autour d'elle. Elle pourrait devenir anxieuse, devenir irritable, agitée, puis devenir agressive parce qu'elle a peur. Si on nous met, nous, dans un environnement dans lequel on va avoir peur, on ne sera pas bien, là. On va réagir. Puis probablement qu'on va réagir pire qu'un patient avec un trouble cognitif. Fait qu'il faut vraiment aller regarder quelles sont les causes derrière les comportements d'un patient. On met beaucoup, beaucoup de focus sur le comportement et on tente d'adresser le comportement. Mais au lieu d'adresser le comportement, qui, dans le fond, ne fait que mettre des mots sur le ressentiment, il faut aller trouver la cause. Et la cause, habituellement, c'est un besoin non comblé. Donc, s'il y a un besoin qui est non comblé, que ce soit un besoin physique, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai faim, j'ai soif, j'ai envie de faire pipi, je suis fatiguée. Ça peut être un besoin d'intimité. J'ai besoin d'être aimé. J'ai besoin d'être touché. J'ai besoin qu'on me parle. J'ai besoin de socialiser. Ça peut être un besoin d'autodétermination. Je veux faire des activités. Je veux avoir le contrôle sur quelque chose dans ma vie. Fait que ce sont tous des besoins fondamentaux qu'en tant qu'être humain, on a tous. Puis on l'a à partir de la naissance, là. Un bébé qui a faim, qui a froid, il pleure. Fait que ce sont tous des besoins avec lesquels on est né. On ne peut pas penser qu'en vieillissant, avec une démence, qu'on n'a plus de besoins fondamentaux. La seule chose, c'est que les personnes avec un trouble cognitif majeur ne peuvent plus exprimer leurs besoins fondamentaux et nous devons faire l'analyse et tenter de comprendre c'est quoi ce besoin-là. Et on intervient sur le besoin. Tu sais, je vais donner des exemples. Quand quelqu'un touche, je l'ai donné tantôt, mais quand quelqu'un prend un document qui est important, puis que nous, on ne veut pas qu'il touche le document. Au lieu d'arriver puis automatiquement lui enlever le document dans les mains, il faut qu'on pense quel est son besoin. Il a besoin de manipuler quelque chose. Il a besoin de travailler avec un document. Au lieu d'y arracher le document, on va chercher un autre document qui est aussi attrayant, mais qui n'est pas important. On va le voir et on lui demande « J'ai vraiment besoin de l'aide avec mon document. Est-ce que tu pourrais le lire pour moi? » On lui tend, puis on lui demande de nous donner l'autre document et on remplace. Donc, on lui donne une activité, on lui donne un sentiment de pouvoir, on lui fait ressentir comme quoi qu'on a besoin de lui, puis on récupère notre document. Fait qu'il y a des petites stratégies comme ça qu'on doit adopter pour qu'il se sente mieux. C'est comme le patient qui parle de sa mère qui est décédée, puis qui s'ennuie de sa mère, qui pleure, puis parce que lui, il semble ne pas réaliser que sa mère est décédée. Au lieu de dire à la personne, on va l'appeler dans 5 minutes, au lieu de dire à la personne, ta mère est morte, tu t'en rappelles pas, parce qu'on fait ça. C'est toujours mieux de valider l'émotion. Tu l'aimais ta mère, hein? Tu t'ennuies d'elle. Elle avait l'air de quoi ta mère? Elle était comment ta mère? S'asseoir, regarder des photos, faire la réminiscence. Puis une fois que l'émotion a été validée, tu as de la peine, elle était comment, faire parler, on fait de la diversion, puis on passe à autre chose, à une autre activité. Donc, on est allé toucher le besoin d'appartenance. La personne avait besoin d'une appartenance, de se sentir comme si elle provenait de quelque part, de mémoire. Tu sais, fait il faut aller toucher le besoin et non automatiquement adresser le comportement. Non, c'est vraiment du bon conseil.
J'aimerais te demander la question concernant les médicaments, parce que on est dans une société où on a des comportements où la dépression, ou l'anxiété. Quel rôle est-ce que les médicaments jouent dans la gestion des comportements difficiles? Je pense qu'il faut faire vraiment attention avec la pharmacothérapie, surtout avec les gens qui souffrent de démence. Les antipsychotiques et les benzodiazépines, absolument, c'est ce qu'on prescrit là, pour les gens qui ont des troubles de comportement, ont quand même ont- ont un effet très limité sur certains comportements. C'est sûr que si on tombe au levine et puis qu'on a des comportements excessivement sévères d'agressivité, qui comptent seulement pour moins de 1% de toute la clientèle qui souffre de la démence, on peut penser à des antipsychotiques puis à des médicaments un petit peu plus importants. Mais lorsque c'est quelqu'un qui est à domicile avec un comportement qui est probablement secondaire à un besoin qui n'est pas comblé, il faut faire vraiment attention parce que les effets secondaires qu'on va aller chercher par cette médication-là pourraient créer un trigger, pourraient créer une cause, pourraient créer des comportements. Parce qu'il y a des effets secondaires tels des symptômes extrapyramidaux qu'on appelle. On peut créer de l'acathisie où la personne n'arrête pas de bouger, donc elle pourrait toujours être en train de bouger. Always fidgeting, il faut toujours qu'elle fasse de l'errance, il faut qu'elle touche à tout. Ça peut être la médication, la dyskinésie, la dystonie, où ce que les gens ils ont des spasmes, ils ont des crampes dans les muscles, ils ont mal, ils ont le cou penché, ils sont plus capables d'avaler. C'est horrible, horrible comme effet secondaire. Puis, si on n'est pas bien formés, souvent on ne les voit pas, les effets secondaires, et on pense que c'est un trouble de comportement. Donc, qu'est-ce qui arrive? On donne plus de médicaments. Donc, non seulement on donne des médicaments pour masquer parfois les effets secondaires des médicaments, mais on masque la cause. On endort le patient, donc il n'est plus capable d'exprimer son besoin fondamental. Donc, on ne travaille plus sur le besoin fondamental qui n'est pas répondu, qui crée des comportements, des comportements, des comportements. Donc, c'est une roue, c'est un cercle vicieux qui tourne, qu'on n'adresse pas. Donc, il faut faire vraiment, vraiment attention avec la médication qu'on donne à cette clientèle-là. Le foie ne fonctionne pas de la même façon, les reins ne fonctionnent pas de la même façon, il y a une accumulation dans le sang. Il faut faire attention, il faut avoir une surveillance étroite, il faut toujours réévaluer si on diminue ou non la médication. Alors, c'est quoi le succès ou les stratégies de succès à Moldovine? Parce que vous avez mentionné tantôt que vous avez un gros succès à aider les gens à retourner dans leur environnement, comme ils ne restent pas pour toujours chez vous. C'est quoi les stratégies que vous utilisez pour améliorer les comportements? C'est sûr que chez nous, parce que quand c'est des comportements légers, absolument on va avec du non pharmacologique. Si c'est du modéré, on va aller avec du non pharmacologique et possiblement du pharmacologique. Puis quand c'est sévère, il y a du pharmacologique et du non pharmacologique. Ceci étant dit, ce qui arrive, c'est que on va souvent recevoir chez nous des gens qui sont surmédiqués. Ils sont tellement médiqués, là, c'est épouvantable. Donc, souvent, ce qu'on va faire, je ne dis pas tous les fois, mais souvent, on va diminuer la médication. Puis, on va changer pour des médications qui sont moins contraignantes physiquement. Puis, on va adopter des approches non pharmacologiques. Donc, toute la communication, toute l'approche, toute la réminiscence, la diversion, la patience, la douceur, le toucher thérapeutique, on les aime, là. Vraiment, là, on les aime. Je vous dirais que j'ai des gens, rarement est-ce qu'on va mettre des mesures de contrôle. On leur dit pas non à toutes les 2 minutes. S'ils se font pas mal et ne sont pas à risque à se blesser, allez-y. Go! If you're not hurting you, si vous faites pas mal. S'ils veulent passer le balai 15 minutes en cercle dans un coin, passe-le le balai 15 minutes. Amuse-toi. S'ils veulent replier une serviette 50 fois, plie-la la serviette. Amuse-toi. Mais c'est ça, vous faites des très bons points parce que c'est ça, souvent, quand une personne est à la maison puis commence veut changer leurs vêtements 20 fois par jour ou l'exemple de la serviette, ma mère faisait ça, tu sais,
Mais des fois, les proches aidants sont en train de dire, ben voyons donc, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous marchez? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Alors, moi, je suis complètement d'accord. Laissez-les aller. Who cares? Who Tu sais, cares? si ça vous fait pas mal, Exactement. le patient, Oui, au lieu de focuser sur ce que le patient est en train de faire, prenez ce temps-là pour soi. oui, Prenez le 15-20 minutes pour soi. Il est occupé. oui, Il se fait pas mal. Il fera pas. exactement. Nous, là, au Molovine, c'est les pires cas, là. On les a pas à l'œil 24 heures sur 24. C'est impossible d'avoir quelqu'un à l'œil 24 heures sur 24. On les laisse se promener. Les personnes à domicile, si votre être-cher est occupé de quelque chose, puis qu'il fait pas mal à personne, laissez-le. Prenez ce 15 minutes-là sur vous. Allez faire quelque chose. Tu sais, il y a toutes sortes de stratégies qu'on peut faire aussi. Tu sais, Montessori. Mhm. Montessori, il y a des beaux kits de couteaux et d'équipements pour la cuisine. Merveilleux. Si vous faites à souper, mais vous dites, ah, je suis capable de faire à souper, il est toujours dans mes jambes, il faut que j'en ai un dessus, donnez-lui une patate puis une carotte. Même s'il l'épluche jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus de patates et qu'il n'y en ait plus de carottes. Gardez-le occupé. Laissez-le faire. S'il lave une vaisselle, une assiette 20 fois, laissez-le la laver, la vaisselle. Tu sais, il y a tellement de choses. On doit lâcher prise. Mhm. Puis vous savez, en même temps, c'est une belle opportunité. C'est une belle opportunité parce qu'en tant que proche aidant, on a un apprentissage à faire. C'est un bel apprentissage. On apprend des stratégies de communication. C'est merveilleux. On apprend à lâcher prise. C'est merveilleux. On apprend le mindfulness. Il faut qu'on soit dans le moment présent. Une des stratégies, puis ça, je l'enseigne sur mon unité tout le temps, puis Claire, tu es venue sur mon unité, puis tu vas voir la prochaine fois, si tu marches avec moi, si j'ai un patient qui vient vers moi, toi, tu n'existes plus. Je suis complètement focusée sur le patient. Quand je lui parle, c'est un contact visuel, c'est la seule personne qui existe. Quand on travaille avec des gens qui souffrent de troubles cognitifs, on doit concentrer sur la personne devant nous. On ne peut pas être au téléphone en train d'écrire, puis on ne peut pas faire ça. Fait que pratiquer le mindfulness, des activités en présence avec notre être cher, s'asseoir avec lui, vraiment avoir une routine, établir des heures spécifiques dans la journée. Pendant 1 heure ce matin, je vais m'asseoir, on va faire de la réminiscence. Pendant 1 heure cet après-midi, on va aller prendre une marche. C'est toutes des stratégies pour diminuer les comportements. Puis aussi, il y a une étude qui a été démontrée, ça s'appelle BACE, BACE. C'est une philosophie du 90-90. Une personne avec un trouble neurocognitif majeur, si on fait des activités de 90 minutes avec lui, on est censé avoir 90 minutes de repos par la suite. Fait qu'on fait une activité, mais après, on doit lui laisser de l'espace et lui donner du repos pour le sous-stimuler. Il est trop stimulé, il est fatigué. Fait que c'est toutes des stratégies qu'on peut opter et utiliser quand on travaille avec des gens avec des troubles neurocognitifs. Il y a tellement d'apprentissage, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Mais là, je parle beaucoup, hein, quand. Non, 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 c'est parfait. Quand je pars, moi, tu pourrais m'avoir jusqu'à demain matin. Oui, oui, vous avez tellement de passion pour qu'est-ce que vous faites. Je suis tellement contente que vous êtes mon invité. Alors, aujourd'hui, ça se peut qu'on a des personnes qui écoutent notre web émission qui commencent le parcours, OK? Ils commencent puis ne connaissent pas beaucoup à propos des comportements difficiles. Alors, quel type de spécialiste est-ce que les familles devraient consulter? OK? Parce que là, de naviguer le système de santé, c'est pas très clair. Alors, c'est quoi le parcours pour avoir une évaluation? Je pense que la première chose à faire, c'est de convaincre notre être cher qu'il y a une pauvre autocritique de venir avec lui chez le médecin. Puis on s'entend que hein, les médecins pour cette génération-là, c'est aussi haut que. T'sais. Fait que si déjà on parvient à convaincre notre être cher de venir chez le GP, chez le médecin généraliste, pour une évaluation générale annuelle, en sachant qu'on va faire une évaluation des fonctions cognitives, le GP, quand c'est une présentation typique, peut poser un diagnostic. Donc, c'est des tests neuro-psychométriques
avec la collecte de données, de l'historique familial, avec les données subjectives de perte de mémoire. Il va y avoir des petits tests faits dans la clinique. Puis, ils peuvent s'avancer sur un diagnostic. Commencer un traitement aussi, ils peuvent le faire en GP. Mais s'il y a une présentation atypique, puis quand je dis atypique, c'est on voit de plus en plus de gens avec des troubles neurocognitifs majeurs qui sont jeunes. Donc déjà dans la cinquantaine, ils commencent à avoir des délires de persécution, de paranoïa, sans avoir aucun historique de santé mentale. Ils peuvent avoir des hallucinations, une désorganisation, ils sont plus capables de travailler. Ces gens-là, mais ils n'ont aucune plainte de troubles de mémoire. Fait que ça, c'est des présentations très atypiques qui pourraient correspondre à d'autres types de démence comme Lewy body ou comme la frontotemporale. Fait étant atypique, c'est mieux de consulter auprès d'une troisième ligne. Donc, le médecin généraliste peut envoyer une consulte auprès d'une troisième ligne, comme la clinique de mémoire, ou ce qu'ils vont procéder à des tests plus complexes, une évaluation en neuropsychologie, FDG-PET, ponction lombaire. Fait qu'il y a toutes sortes d'autres tests qui vont être faits. Maintenant, il y a des biomarqueurs aussi par l'entremise de prise de sang qu'on préfère pour aller valider davantage un diagnostic. Est-ce que ça répond? Oui, oui, absolument, absolument. Et pour une dernière question, parce que le temps passe tellement vite, comment est-ce qu'une proche aidant peut prendre soin de sa ou son propre santé mentale et émotions et énergie en tant d'être une proche aidante? Parce que ça prend beaucoup, beaucoup de patience, de créativité, de comment si quelqu'un a un membre de famille qui a vraiment des troubles comportementaux, comment est-ce qu'on s'occupe de soi? Je pense que la première chose à faire, première chose à faire, c'est de s'entourer d'un bon réseau de soutien. Dès, dès le diagnostic d'un trouble neurocognitif majeur, au lieu de le pousser en dessous du tapis puis de faire assemblant comme si ça n'existe pas, il faut vraiment le confronter. Il ne faut pas être dans le déni. Il faut aller chercher les ressources, le soutien, l'enseignement, la formation. Puis il faut impliquer les gens dans notre réseau. Il faut vraiment. Puis, comme j'ai dit tantôt, c'est une opportunité qu'on leur donne. On tente, on veut briser le stigma derrière l'agisme, puis derrière la démence. Mais dès qu'il y a un diagnostic, on les cache. On les cache, on ne veut pas que les gens nous aident, on ne veut pas de soutien, on ne veut pas de support, on est capable tout seul. Mais finalement, on ne devrait pas prendre cette route-là. On devrait prendre la route complètement à l'opposé et d'aller chercher de l'aide, de donner l'opportunité aux gens de faire quelque chose de bien. Everybody wants to be a hero at the end of the day. Tout le monde veut savoir qu'ils ont fait quelque chose de bon à la fin de la journée. Puis je l'ai dit tantôt dans notre autre conversation, tu sais, toi et moi, Claire, dans notre génération, à tous les dimanches, on allait souper chez nos grands-parents. Ça faisait partie de notre routine. Les petits-enfants devaient être impliqués auprès des personnes âgées. Puis maintenant, aujourd'hui, on est tous en train de faire ça. Puis si on veut survivre, toi et moi, il va falloir qu'on implique la génération plus jeune. Parce que ça va être laid, là. Puis c'est une opportunité qu'on leur donne. Du bénévolat, de s'impliquer, de passer du temps, de lire, de tenir la main, d'aller marcher autour du bloc. Moi, les meilleurs souvenirs que j'ai de ma jeunesse, mon grand-père avait une démence et j'arrivais du travail et je l'amenais pour une marche autour du bloc. Juste une marche autour du bloc. Et c'était c'est un cadeau qu'on offre à nos jeunes. Fait que de vraiment impliquer les membres de famille, d'impliquer les amis, d'avoir un bon réseau de soutien, d'aller chercher les formations, d'aller chercher l'enseignement, de préparer les documents légaux pendant que personne pour le faire, qu'elle prenne des décisions avec vous concernant son hébergement, concernant ses soins de fin de vie. C'est tellement important, la conduite automobile. Ce sont toutes des choses qu'on doit gérer en début de maladie et non à la fin. À la fin, c'est une crise. C'est plus le temps.
Faut qu'on va en... Même avant la maladie. Tu sais, quand on est dans nos quarantaines ou nos cinquantaines, qu'on a des conversations avec nos membres de famille, qu'on a le temps de prendre ces décisions-là. Mais je vais te dire, Claire, la majorité du temps, on a les conversations, mais quand on a le diagnostic de démence, c'est rendu tabou, on peut plus en parler. Oh non, absolument. Non, il faut pas. Sauf que ces conversations difficiles-là, c'est le temps des affaires, parce que la personne avec un trouble neurocognitif majeur, ils ont peur et ils veulent en parler. Fait que c'est encore un autre cycle vicieux qui s'installe. Eux, ils veulent pas en parler parce qu'ils veulent pas déranger. Eux, ils veulent pas brusquer. On fera pas, on dérangera pas les gens dans notre environnement. On en parle. Donc, c'est une grosse machine, un trouble neurocognitif majeur. Grosse. Ça implique, si on y pense, là, ça implique tous les volets biopsychosociaux, environnementaux. Ça touche tout. Carmen, merci tellement pour avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui, avec moi. Notre équipe au programme de formation des troubles neurocognitifs va travailler très étroitement avec toi et tes membres de ton équipe pour créer des capsules de vidéos cette année. Alors, stay tuned parce qu'on va avoir d'autres éducations pour vraiment éduquer et soutenir les prochains ans. Ça m'a vraiment fait plaisir, Claire. Alors, cette web émission est une initiative du programme de formation sur les troubles neurocognitifs de l'Université McGill qui est financé par des dons privés. Si vous voulez faire un don ou pour en savoir plus sur notre programme, s'il vous plaît, rendez-vous au www.mcgill.ca/démence. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre infolettre, alors vous allez connaître d'autres ressources que nous offrons. Tout est gratuit. Alors, vous pouvez aussi nous envoyer une courriel à dementia arobase mcgill.ca. Alors, merci beaucoup d'être avec nous.